Si vous ne comprenez pas comment Google fonctionne aujourd'hui, vous êtes voué à disparaître. Car ceux qui vous disent que ranker est une histoire simplement de chance et qu'on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'on rank sur telle ou telle requête, c'est entièrement faux. Mais imaginez une seconde, si vous pouviez, dès aujourd'hui, comprendre comment fonctionne l'algorithme de Google au point de ranker sur n'importe quelle requête. Peu importe la concurrence, peu importe le secteur. Et spoiler, on va pas juste parler de l'intention de recherche. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment Google détecte, classe et parfois déclasse vos pages. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi certaines explosent dans les résultats et d'autres peinent à dépasser le top 8. On va plonger dans les différents modèles de Google, RankBrain, BERT, MUM ou encore Neural Matching ou encore NavBoost. Tous ces algorithmes qui contrôlent littéralement votre visibilité sur Google. Et c'est pas tout, vous comprendrez pourquoi l'e-rating et les signaux utilisateurs sont devenus indispensables aujourd'hui. Avant qu'on commence, n'hésitez pas à laisser un petit like et à commenter la vidéo et à vous abonner pour supporter cette chaîne. Et on commence dès maintenant avec les 4 étapes de comment Google classe une page sur son moteur. Son objectif est de découvrir de nouvelles pages et de mettre à jour celles existantes. Comment est-ce qu'il marche? Ni plus ni moins, il suit les liens des pages pour naviguer de site en site, également donc de page en page. Il utilise deux approches principales. La première, l'exploration des nouveautés, donc il détecte de nouvelles pages ou des sites récemment mis en ligne, et également donc les mises à jour. Il revisite les pages déjà explorées pour s'assurer qu'elles sont à jour. Ce processus d'exploration n'est pas du tout aléatoire, il faut vraiment comprendre ça. Googlebot applique des priorités basées donc sur des algorithmes pour déterminer quelles pages doivent être explorées en premier. Et forcément, ça dépend de nombreux facteurs, comme la popularité du site, la qualité perçue du contenu, ou encore la fréquence des mises à jour. Quels sont les facteurs clés lors de l'exploration? Premier point, le budget crawl. Chaque site dispose d'un budget d'exploration donc qui va être limité. C'est-à-dire ni plus ni moins en fait qu'un nombre de pages que Googlebot va pouvoir visiter sur une période donnée. A noter que le budget de crawl, c'est hyper important pour les sites qui vont avoir plusieurs centaines, voire milliers de pages sur son site, et que pour des sites qui ont moins de 1000 pages, c'est pas forcément ce qu'on recommande dans le commun des mortels. Mais c'est tout de même intéressant quand même à le savoir. Et le budget de crawl donc dépend de deux facteurs. Donc un site qui va se charger rapidement va permettre à Googlebot de consommer donc moins de ressources, donc moins d'électricité, et ce qui va permettre donc in fine d'augmenter le nombre de pages qu'il va pouvoir examiner. Des sites beaucoup plus populaires auront un budget de crawl beaucoup plus croissant parce que de fait de leur popularité, Google va associer donc à leur contenu donc une meilleure pertinence par rapport à d'autres sites. Le deuxième facteur clé lors de l'exploration, c'est également l'accessibilité. Même si Googlebot décide d'explorer votre page, il peut être bloqué par des restrictions techniques sur votre site. Premier point, c'est notamment le fichier robot.txt, que beaucoup de personnes forcément connaissent. C'est le premier fichier que Googlebot découvre lorsqu'il navigue sur votre site, et ça lui donne ni plus ni moins que des directives sur telle ou telle page à crawler ou pas. Et si vous avez ni plus ni moins qu'une directive classique, donc disallow avec un slash qui donc montre clairement que vous refusez le crawl et donc l'indexation de vos pages, Googlebot en fait repartira de sitôt vers d'autres sites. Deuxième point, les balises meta noindex. Une page qui va contenir une balise noindex indique donc au moteur de ne pas indexer la page en question. Alors même si c'est hyper intéressant de désindexer ou d'empêcher l'indexation sur des pages qui vont être jugées inutiles pour l'utilisateur ou encore pour le SEO de manière classique, forcément, si c'est mal utilisé, vous pouvez également pénaliser l'ensemble de votre site en empêchant l'indexation des pages importantes, ce qui est donc un problème. Et le troisième point, c'est des liens cassés ou des structures de liens incohérentes. Si vous avez des liens internes donc cassés, donc broken, donc clairement qui n'orientent pas vers des bonnes pages, ou que vous n'avez pas forcément une structure classique solide pour votre SEO, pour votre site, Googlebot ne pourrait pas forcément trouver les bonnes pages clés à mettre en avant sur son moteur. Donc c'est un vrai problème. Vous pouvez utiliser notamment l'outil Screaming Frog qui est gratuit jusqu'à 500 URL et qui va vous permettre notamment de découvrir donc différentes URL qui sont cassées donc sur votre site. J'ai pris l'exemple d'un site client que vous allez pouvoir donc regarder, et en fait l'idée c'est de vous montrer également que avec Google Search Console, vous allez pouvoir en fait ni plus ni moins que découvrir le nombre de pages en fait qui a été exploré chaque jour donc par Googlebot. Tout simplement, vous allez vous rendre donc dans Google Search Console, aller dans Paramètres, cliquez ici donc sur Statistiques sur l'exploration, ouvrir le rapport, découvrir également les erreurs qu'il a pu rencontrer,
le type de fichier, et vous pouvez voir notamment le nombre de demandes d'exploration qui a été fait donc durant les précédents jours. Mais également le temps de réponse moyen qui est un très bon indicateur de la pertinence et donc la rapidité de votre site. Ok, on a fini avec la première étape. Maintenant, vous savez ni plus ni moins comment Google détecte des pages et notamment des nouvelles pages pour votre site et comment est-ce qu'il va pouvoir en fait donner les bonnes directives à l'index pour pouvoir commencer le classement. Passons maintenant à la prochaine étape où Google analyse le contenu de votre page, donc de votre site, et décide si, in fine, elle mérite donc d'être indexée ou pas. Ok, on a donné donc des directives à Googlebot pour lui dire d'indexer donc nos pages importantes. Maintenant, Google doit décider si oui ou non ces pages méritent d'être dans son index. L'index de Google, c'est comme une énorme bibliothèque où vous aurez donc toutes les pages web qui vont être stockées. Par contre, toutes les pages web qui sont pour lui utiles et pertinentes. Parce que vous doutez bien que la majorité des pages qui vont être explorées par Googlebot ne sont pas indexées. Et heureusement. On a 3 raisons qui peuvent expliquer pourquoi certaines pages ne sont pas indexées. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet pour vous expliquer les principaux problèmes d'indexation que nous pouvons rencontrer donc dans notre carrière de SEO. Je vous mets le lien juste ici si vous voulez en savoir plus. Le premier point qui peut expliquer qu'une page ne va pas être indexée, c'est la pertinence de cette page. Si le contenu, encore une fois, va être de trop faible qualité ou redondant, elle pourrait ni plus ni moins que ne pas être ajoutée à son index. Deuxième point, des problèmes techniques. On l'a déjà dit, mais des balises noindex, un contenu bloqué par le fichier robot.txt ou encore des 404 qui peuvent mener donc à une mauvaise indexation. Et enfin, troisième point, la saturation de l'index. Google va prioriser les pages les plus pertinentes avec une réelle valeur ajoutée. Si votre site contient trop de pages inutiles, donc par exemple je pense à toutes les personnes qui font du e-commerce, qui ont des pages de filtres, des variantes ou des résultats par exemple de recherche interne et que vous ne maîtrisez pas correctement l'aspect technique pour empêcher l'indexation des pages qui vont être en doublon et donc inutiles à l'index, Google va tout simplement ignorer la majorité pour économiser des ressources. Ça, c'est l'étape la plus simple entre guillemets pour vraiment être indexé. Par contre, concernant le classement, c'est là où tout se joue. Parce qu'une page indexée, c'est bien beau, mais une page qui est bien rankée et qui apporte des visiteurs et des clients, c'est encore mieux. On va passer donc notamment maintenant à l'explication de 3 modèles principaux que Google utilise pour déterminer la pertinence d'une page par rapport à une requête utilisateur. Qui veut dire, donc excusez-moi pour mon accent anglais, Bidirectional Encoder Representation from Transformers. BERT a été introduit donc en 2019. C'est un modèle qui a été introduit par Google pour comprendre le contexte et les nuances de mots dans des phrases. Alors contrairement à des modèles plus traditionnels, BERT va analyser lui des requêtes dans les deux sens, donc de gauche à droite et de droite à gauche. Ça lui permet de comprendre les relations complexes entre les mots. On va prendre un exemple concret pour vraiment que vous puissiez comprendre. Prenons l'exemple d'une requête comme « Voyage d'été au Japon, pas cher ». Avant BERT, Google aurait eu du mal à interpréter la requête dans sa globalité et afficher donc des pages en rapport avec des voyages sur le Japon. Ce qui est bien avec le modèle BERT, c'est que Google comprend que l'utilisateur cherche spécifiquement des offres économiques, mais pour l'été. Ce qui signifie que plus votre contenu sera écrit de manière naturelle, lisible et facile à comprendre, plus en fait vous donnez de chance en fait à Google BERT de comprendre donc le contenu de votre page pour faciliter le matching avec les bonnes requêtes. Donc Neural Matching, avec un accent plus français. Neural Matching, c'est un algorithme qui va beaucoup plus vous parler car il permet ni plus ni moins que d'associer une page à des requêtes qui ne contiennent pas forcément les mots-clés dans la requête que va chercher l'utilisateur. Le modèle va fonctionner en se basant ni plus ni moins que sur des concepts plutôt que sur des mots-clés exacts. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé parce que maintenant c'est assez performant. Quand vous tapez par exemple une requête et que vous avez des résultats, je suis quasiment sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir des résultats qu'on vous proposait, que Google vous propose, qui n'étaient pas forcément directement en lien avec la requête que vous visez, mais Google a estimé que la page était la plus pertinente par rapport à votre requête en question, même si elle ne comprend pas par exemple un ou tel mot dans votre requête. Si quelqu'un va taper par exemple « meilleur endroit pour voir les fleurs au printemps », Neural Matching pourrait par exemple afficher des pages qui parlent notamment des cerisiers en fleurs à Kyoto, assez joli d'ailleurs, même si le terme exact « fleurs » n'apparaît pas du tout dans le contenu de la page. Pourquoi ce modèle est hyper important ? Parce que Google valorise de plus en plus la profondeur sémantique de votre page. Votre page, au-delà de répondre simplement aux mots-clés de l'utilisateur, il doit répondre à de réelles intentions. Bon, ça, on en a toujours parlé, vous le savez très bien, autant que moi, on en parle beaucoup sur cette chaîne. Vous devez comprendre
ce que votre utilisateur cherche réellement à rechercher, donc à trouver comme réponse, derrière une requête. MOM qui veut dire Multitask Unified Model. Alors, MOM a été introduit en 2021. MOM, lui, contrairement à BERT ou Neural Matching, il va être multimodal. Il va pouvoir analyser au-delà des textes, donc notamment des images, des vidéos et donc le son. Il peut également comprendre et traduire le contenu dans différentes langues. Imaginons que quelqu'un tape donc une requête comme « Voyager au Japon en hiver ». BERT comprend que la personne recherche des informations spécifiques à la saison, mais MOM, lui, pour aller encore plus loin, en proposant par exemple des vidéos de destination donc enneigées, avec des images également enneigées, ou même pourquoi pas des articles japonais traduits en français. Pour résumer donc les 3 modèles principaux que je voulais vous partager aujourd'hui, on va prendre encore une fois une requête simple. On va reprendre donc voyager au Japon en hiver. Voici comment ces différents modèles vont travailler ensemble. BERT lui va comprendre que l'intention est de chercher des destinations adaptées à l'hiver. Neural Matching, comme vous l'avez bien compris, il va identifier des pages qui parlent de voyage au Japon en hiver, même si elles n'utilisent pas directement les termes associés donc à la requête, comme par exemple hiver au Japon ou voyage en janvier au Japon, qui pourrait donc un contenu à part. Et enfin, MOM va compléter les résultats en intégrant donc notamment des vidéos, des images et des contenus traduits provenant notamment donc d'autres langues pour enrichir la réponse et apporter donc une profondeur au sujet principal. Maintenant que vous savez comment Google analyse et indexe vos pages sur les bonnes requêtes, on a différents critères principaux pour le classement. Expérience, expertise, autorité et fiabilité sont les maîtres mots donc de ce critère. De base très important pour des thématiques comme Your Money, Your Life, donc tout ce qui est en lien avec donc la finance et la santé. Aujourd'hui, l'EAT s'applique à de nombreux domaines et on le voit pertinemment, il faut une autorité vraiment spécifique pour être légitime d'apparaître dans des résultats en lien avec notre secteur. On en a bien sûr parlé dans les précédentes vidéos et notamment de plus en plus récemment avec les Google Leaks qui ont bien sûr montré que les signaux utilisateurs étaient pris en compte dans le classement donc des pages in fine. Au-delà de la qualité d'un contenu, Google va analyser le comportement des utilisateurs sur votre page pour ajuster son classement dans les SERP. Alors les principaux signaux d'utilisateurs que Google va pouvoir utiliser sont bien sûr le temps passé moyen sur la page, mais j'irai un petit peu plus loin en disant que c'est plus la durée d'une session, mais que cela dépend forcément de la requête. Si vous avez une requête qui ne nécessite pas forcément d'aller en profondeur sur un sujet et que l'information est directement visible ou que du moins vous avez juste en fait à y répondre en quelques phrases, clairement ça ne sert à rien de noyer le poisson, autant donner l'information claire. Par contre, si on reprend notre étape donc avec la requête voyage au Japon en hiver, effectivement plus vous irez en profondeur, plus la personne restera donc avec une bonne durée de session sur votre site et donc sur votre page, plus ça indiquera que votre contenu est riche, profond et surtout qu'il apporte une réelle qualité. Deuxième point, forcément le taux de clic, ça a une influence énorme. Si un grand nombre de personnes cliquent sur votre lien au lieu de vos concurrents dans le top 10 ou dans le top 3 par exemple, forcément ça a un impact direct sur votre classement. Et enfin, le taux de rebond, si des utilisateurs repartent aussitôt après avoir cliqué sur votre contenu, ou du moins sur votre page, c'est clairement un mauvais signal que vous renvoyez au moteur, soit votre contenu n'est pas pertinent, ou alors il n'est pas engageant. Et là, on a plus un problème donc d'UX, de branding, qui peuvent donc faire fuir votre public vers vos concurrents. Quels sont les modèles utilisés ici ? C'est un système d'intelligence artificielle qui est apparu donc sur Google en 2015. Il ajuste le classement des pages en fonction des critères, donc des signaux d'utilisateurs et de la pertinence sémantique. Et à parté, c'est comme ça que je m'étais inspiré pour créer en gros le site pour mes services en SEO. J'avais repris ni plus ni moins que le modèle donc de Google, avec un tiret par contre pour pas me faire striker, mais c'est tout simplement tiré justement d'un des modèles de Google où j'avais voulu créer mon branding autour de ce modèle. Comment est-ce que Google RankBrain fonctionne ? Il va analyser le comportement des utilisateurs après qu'ils aient cliqué sur un lien pour naviguer donc sur votre site. Donc plus une page reçoit des clics, plus les utilisateurs restent dessus et donc témoignent d'une bonne expérience, plus donc votre classement en sera impacté positivement. Tangram est un modèle donc qui permet à Google de spécifier quel type de contenus apparaîtront donc dans le top 10. Il peut privilégier notamment des contenus donc textuels de manière classique, mais également des vidéos, des articles
ou voire même des produits en fonction de la requête. Vous l'avez forcément déjà vu, quand on a une requête qui est un petit peu trop généraliste, Google va essayer de vous proposer un maximum d'informations, ou du moins de solutions pour répondre spécifiquement à votre besoin. Si vous tapez par exemple montre connectée, vous aurez bien entendu des produits pour ceux qui sont intéressés pour acheter une montre connectée, d'autres liens qui vont par contre vous proposer un guide par exemple sur les meilleures montres connectées en 2025 et autres. Pourquoi pas également des vidéos donc sur les dernières montres connectées qui sont donc apparues sur le marché, etc., etc. Et je voulais également vous parler d'un dernier modèle qui est... C'est un algorithme en fait c'est un algorithme donc avancé de Google en lien directement avec les précédents que j'ai cités, qui va encore une fois se baser sur les interactions utilisateurs par rapport donc à votre contenu. Navboost, contrairement à ses confrères, il va s'intéresser lui au clic des utilisateurs. Je vais essayer de vous simplifier en gros son fonctionnement. Navboost va commencer par collecter des clics. À chaque fois qu'un utilisateur clique sur un résultat de recherche, Navboost va enregistrer cette session pendant une période donc de 13 mois. Ensuite, il va analyser donc les comportements. Il va analyser, comme on l'a dit, donc le taux de clic, les comportements de navigation, la qualité du site et la pertinence contextuelle. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais si une page par exemple attire du clic mais que les utilisateurs repartent aussitôt, ou couramment appelé du pogo sticking, forcément, on l'a dit, mais ça apporte pas forcément de bons signaux. Il va également segmenter les données, entre notamment les mobiles et le desktop, ainsi que par des différentes localisations géographiques, pour permettre d'ajuster les résultats de recherche en fonction donc du contexte de l'utilisateur. Et Navboost va forcément s'intégrer avec d'autres modèles dont on a déjà parlé juste avant, BERT, MOM, etc., qui vont permettre donc d'enrichir et de proposer à chaque fois la meilleure réponse. Pourquoi est-ce qu'une page monte dans les SERP? Premier point, forcément, les backlinks. Les backlinks ou les liens entrants restent l'un des signaux les plus importants, donc les plus populaires aujourd'hui en SEO. Sans parler donc d'une question de quantité, c'est ni plus ni moins que la pertinence et donc la qualité des backlinks qui vont permettre d'asseoir votre autorité sur un marché. C'est ni plus ni moins que des votes de confiance que d'autres sites accordent à votre site ou à une page de votre site. Deuxième point, l'optimisation des contenus. On en a déjà parlé, j'en ai fait notamment une vidéo sur une étude client donc qui avait auparavant une bonne croissance en SEO et qui du jour au lendemain a perdu notamment beaucoup de ses résultats. Je vous mets le lien de cette vidéo ici, ou comment en moins de 6 mois on a récupéré 100% du trafic, notamment avec l'une de ces stratégies, donc avec tout ce que je dis bien sûr dans cette vidéo, mais du backlinks et l'optimisation du contenu et la création de contenu bien sûr. Mais ce point sur l'optimisation du contenu, c'est une très bonne stratégie que vous allez pouvoir mettre en place et j'en parle très souvent. Si votre page n'est pas régulièrement mise à jour, elle va perdre tout simplement son intérêt aux yeux de Google et vos concurrents vont pouvoir vous dépasser parce que leur souhait à eux aussi, c'est de prendre votre place. Pourquoi est-ce qu'une page peut décroître dans les SERP? Premier point, le contenu peut être tout simplement obsolète. Les utilisateurs vont toujours rechercher des informations actuelles et pertinentes. Si votre contenu redit donc des informations que tout le monde connaît ou du moins qui n'apportent aucune valeur ajoutée ou d'éléments nouveaux, ça n'apporte aucune valeur aux utilisateurs et donc cette page n'a pas forcément vocation à être mise en avant. Et imaginez que vous cherchez un guide pour le SEO et qu'on vous propose un guide SEO pour 2018, même si en soi il y a toujours des choses à prendre, je ne pense pas forcément que vous allez rester longtemps sur ce guide et c'est tout à fait normal. Deuxième point, les problèmes techniques. Si vous offrez une mauvaise expérience, donc pas fluide, pas rapide à vos utilisateurs, ça n'apporte pas forcément également de valeur à votre public. Et enfin, on en a bien sûr parlé, mais les signaux négatifs donc des utilisateurs sont un point également important. N'oubliez pas qu'au-delà d'être un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse et qu'ils veulent toujours placer l'utilisateur au centre de leur stratégie. Si les utilisateurs donc n'ont pas une bonne expérience avec votre site ou avec votre page, forcément votre SEO en sera dégradé, même si elle était bien classée auparavant. Donc les principaux signaux négatifs, un taux de rebond élevé, on l'a déjà dit, une absence de mise à jour régulière, si vous ne retravaillez pas vos contenus ou vos pages importantes, c'est peine perdue, une perte de backlinks, donc c'est ni plus ni moins qu'une perte d'autorité à l'instant, ou encore juste que vous laissez votre site à l'abandon. Là forcément ça va décroître. Voici donc un petit peu comment vous allez pouvoir mieux maîtriser le SEO en comprenant ni plus ni moins que les modèles qui gravitent autour de Google, qu'ils soient donc des modèles classiques ou des algorithmes ou des IA. L'intérêt ici c'était vraiment de vous montrer un petit peu le cœur du sujet, le cœur d'un moteur de recherche notamment de celui de Google, pour vraiment vous apprendre à mieux comprendre les concepts qu'on va pouvoir vous enseigner sur cette chaîne. Parce qu'on parle de beaucoup de concepts, mais des fois on oublie que derrière c'est des modèles, des IA, des algos qui permettent
permettent en fait de prendre en charge donc nos actions et donc d'avoir un impact directement sur les SERP. J'espère que la vidéo vous a sincèrement plu, je me suis vraiment éclaté à la faire, sans déconner, franchement c'est super bien, je voulais vraiment vous partager un truc un petit peu plus complet en vous parlant notamment des algos, des IA, des modèles qu'on utilise tous les jours sans s'en rendre compte et ni plus ni moins que je pense que l'impact sur l'UX et donc les utilisateurs c'est vraiment clé aujourd'hui. Google X nous l'a vraiment confirmé avec notamment Nav Boost, on l'a déjà dit, et d'autres modèles. Prenez bien en compte tous ces éléments et si vous comprenez clairement comment fonctionne Google, vous n'aurez aucun problème pour ranker demain sur vos requêtes phares, ça j'en suis certain. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez des questions également, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et abonnez-vous pour plus de vidéos sur le SEO. C'était Victor, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao.